mon beau-père a enlevé la porte de ma chambre parce que son fils n'arrêtait pas de se faufiler dans ma chambre. Je l'ai fait expulser de sa propre maison. Alors, j'ai vécu avec ma mère, son mari Rick, et son fils Brad, qui avait environ 23 ans et vivait toujours chez lui. Tout s'est bien passé pendant les 2 premiers mois après leur emménagement. Maman était heureuse. Rick payait des choses pour la maison, et Brad restait surtout au sous-sol à jouer à des jeux. J'avais ma chambre à l'étage avec une serrure qui fonctionnait réellement, ce qui était important parce que j'avais du matériel d'art coûteux pour mes cours de design et beaucoup de bijoux de ma grand-mère. Ensuite, Brad a commencé à devenir bizarre. Ça a commencé petit. Je rentrais de cours et je trouvais mon lit légèrement défait, comme si quelqu'un s'était assis dessus. Mes blocs de croquis n'étaient pas à leur place. Une fois, j'ai trouvé mon tiroir de sous-vêtements ouvert alors que je le garde toujours fermé. J'ai commencé à verrouiller ma porte à chaque fois que je partais, même juste pour aller aux toilettes. Brad se plaignait au dîner que j'étais paranoïaque et que je lui donnais l'impression d'être un criminel dans la maison de son père. Rick hochait la tête et me disait que je devais avoir plus confiance en ma famille. Un soir, je me suis réveillé en entendant la poignée de ma porte s'agiter. Je pouvais voir l'ombre de Brad sous la porte. J'ai crié, en lui demandant ce qu'il voulait, et il a dit qu'il vérifiait juste si j'avais besoin de quelque chose à 3 heures du matin. Bien sûr. Je l'ai dit à maman, mais elle a dit que Rick lui avait assuré que Brad était probablement somnambule. La semaine suivante, je suis rentré de mon travail à temps partiel et ma porte avait complètement disparu. Juste des charnières sur le cadre. Rick était là avec un tournevis, disant que la vie privée était un privilège que j'avais perdu quand j'ai commencé à traiter son fils comme un prédateur. Il a dit, les portes créent la division dans les familles, et si je n'avais rien à cacher, je n'en avais pas besoin. Brad était derrière lui, souriant avec suffisance. Maman était au travail et ne le savait pas encore. Cette nuit-là, j'ai dû me changer dans la salle de bain et dormir en sachant que n'importe qui pouvait entrer. Brad est passé devant ma chambre 4 fois cette nuit-là, s'arrêtant à chaque fois pour regarder à l'intérieur. Le lendemain, pendant qu'ils étaient tous les deux sortis, j'ai déménagé mes objets de valeur chez mon ami Jess. Ensuite, je suis allé à la quincaillerie et j'ai acheté une barre de tension et le rideau de douche le plus laid que j'ai pu trouver. Il y avait des licornes de dessins animés et des arcs-en-ciel partout. Je l'ai accroché dans l'embrasure de ma porte. Quand Rick l'a vu, il l'a arraché, disant que j'étais irrespectueuse. Alors, j'en ai acheté un autre, cette fois avec des princesses Disney. Il l'a aussi arraché. J'ai continué à en acheter. 5 rideaux différents en une semaine, chacun plus désagréable que le précédent. Pendant ce temps, Brad a commencé à fouiller ouvertement dans mes affaires puisqu'il n'y avait pas de porte. Il s'asseyait sur mon lit quand je n'étais pas à la maison et fouillait dans mon placard. Je le savais parce qu'il laissait des choses hors de leur place exprès. Maman était de plus en plus frustrée par Rick à propos de la situation de la porte, mais il continuait à dire que je devais d'abord m'excuser auprès de Brad pour lui avoir donné l'impression d'être indésirable. C'est alors que la sœur de ma mère, Lorraine, est venue nous rendre visite pour le week-end. Elle a jeté un coup d'œil à ma porte manquante et s'est énervée contre Rick. Elle lui a demandé s'il était fou d'enlever la porte d'une adolescente alors qu'un homme adulte vivait dans la maison. Rick a essayé tout son discours sur l'unité familiale, mais Lorraine ne voulait rien savoir. Elle a dit à maman que c'était de la maltraitance et qu'elle appellerait les services de protection de l'enfance si la porte n'était pas remise immédiatement. Rick a remis la porte, mais a enlevé la serrure. Il a dit que c'était un compromis. Brad a célébré en essayant d'entrer pendant que je me changeais. J'ai crié, et maman a finalement vu ce qui s'était passé. Mais Rick a dit que Brad ne savait pas que j'étais en train de me changer et que c'était un accident. C'est là que je suis devenue créative. J'ai commencé à dormir chez Jess, mais je ne l'ai pas dit à Rick ni à Brad. Je laissais un haut-parleur dans ma chambre diffusant des sons de respiration en boucle et je mettais des oreillers sous ma couverture. Brad se faufilait jusqu'à ma porte au moins 2 fois par nuit en pensant que j'étais là. J'ai demandé à mon ami Mike de venir étudier, mais j'ai dit à tout le monde que c'était mon petit ami. Mike a parfaitement joué le jeu. Nous nous asseyions dans le salon en couple chaque fois que Brad était dans les parages. Brad est devenu incroyablement jaloux et a commencé à dire à Rick que je n'étais pas correct en faisant venir des garçons. Rick a essayé d'interdire Mike, mais maman a refusé puisque Brad faisait venir des filles tout le temps. Puis vint le coup de maître. Mike et moi avons mis en scène une conversation où je lui disais que j'envisageais d'installer une caméra dans ma chambre parce que les choses n'arrêtaient pas de bouger.
Nous l'avons dit assez fort pour que Brad l'entende depuis le sous-sol. Ce soir-là, Brad a couru vers Rick, paniqué à l'idée de la caméra. Rick m'a confronté, disant que les caméras étaient une violation de la vie privée de Brad puisqu'il vivait là aussi. J'ai demandé pourquoi Brad se souciait des caméras dans ma chambre à moins qu'il ne prévoie d'y être. Maman a entendu ça et a finalement compris. Le visage de maman a changé juste là dans le salon, et j'ai vu son expression passer de confuse à horrifiée en environ 3 secondes. Elle a regardé Rick avec la bouche légèrement ouverte, puis a regardé Brad, puis de nouveau Rick. Le silence s'est tellement étiré que j'ai pu entendre le réfrigérateur ronronner dans la cuisine. La voix de maman est devenue calme et prudente quand elle a finalement parlé, demandant à Rick d'expliquer exactement pourquoi Brad se soucierait des caméras dans ma chambre. Le visage de Rick est devenu rouge et il a commencé à parler vite de la façon dont c'était juste le principe de la chose, comment les caméras dans une maison familiale étaient bizarres en général. Mais maman ne se laissait plus berner. Elle a levé une main pour l'arrêter au milieu de sa phrase et s'est tournée directement vers Brad. Sa voix est devenue encore plus calme quand elle lui a demandé pourquoi il avait paniqué spécifiquement à propos d'une caméra dans ma chambre. Tout le visage de Brad est devenu rouge vif, comme si quelqu'un l'avait peint. Il a commencé à bégayer quelque chose sur le fait que la vie privée était importante pour tout le monde dans la famille, mais il ne pouvait regarder aucun de nous. Ses yeux n'arrêtaient pas de regarder le sol, le mur, ses mains, n'importe où sauf le visage de maman. Rick a essayé de s'interposer et de le défendre, mais maman l'a de nouveau interrompu. Elle leur a dit à tous les deux qu'elle avait besoin de me parler seule dans sa chambre tout de suite. Rick a commencé à argumenter, mais maman s'est juste dirigée vers les escaliers sans attendre de réponse. Je l'ai suivi, mon cœur battant si fort que je pensais que tout le monde pouvait probablement l'entendre. Quand nous sommes arrivés dans sa chambre, maman a fermé la porte derrière nous et j'ai entendu le clic de la serrure. Ce son m'a donné envie de pleurer parce qu'elle n'avait pas verrouillé sa porte une seule fois depuis que Rick avait emménagé, disant toujours que cela lui donnait l'impression d'être indésirable. Elle s'est assise sur le bord de son lit et avait l'air épuisée, comme si elle avait vieilli de 5 ans au cours des 5 dernières minutes. Maman m'a demandé de tout lui raconter à nouveau depuis le tout début. Et cette fois, sa voix sonnait différemment. Elle n'inventait pas d'excuses ou n'essayait pas d'arranger les choses. Elle écoutait vraiment. J'ai sorti mon téléphone avec des mains tremblantes et j'ai ouvert l'application Notes où j'avais suivi tout ce qui s'était passé. Le visage de maman est devenu pâle quand elle a vu la liste, 19 incidents distincts sur 3 semaines, tous documentés avec les dates et les heures. 4 nuits où Brad s'est tenu devant ma porte après minuit, juste là, l'incident du tiroir de sous-vêtements, mon lit dérangé, les blocs de croquis déplacés, la poignée de porte qui s'agitait à 3 heures du matin. J'ai fait défiler le tout pendant que maman lisait par-dessus mon épaule, et je pouvais sentir sa tension augmenter à chaque entrée. Quand je suis arrivé à la partie où il passait devant ma chambre sans porte 4 fois la première nuit, s'arrêtant à chaque fois pour regarder à l'intérieur, maman a fait un bruit comme si quelqu'un l'avait frappé. Elle s'est mise à pleurer, pas des sanglots bruyants, mais des larmes silencieuses coulant sur son visage. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle était désolée. Maman a dit qu'elle voulait tellement que le mariage fonctionne qu'elle s'était convaincue que je réagissais de manière excessive à des choses normales de belle famille. Elle a admis que Lorraine avait raison sur tout et qu'elle avait choisi les sentiments de Rick plutôt que ma sécurité parce qu'elle avait peur d'être à nouveau seule. Les mots sont sortis brisés et elle avait l'air horrifiée par elle-même, comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle avait fait. Nous sommes restés assises sur son lit pendant plus d'1 heure à parler de ce qui allait se passer ensuite. Maman a dit que Rick et Brad devaient quitter la maison pendant que nous réglions les choses. Je me suis senti étourdi en l'entendant dire ça parce que je m'attendais à ce qu'elle propose une thérapie familiale ou une sorte de compromis, mais elle ne suggérait rien. Elle décidait. Maman a dit qu'elle avait vraiment peur maintenant qu'elle pouvait voir le schéma complet au lieu d'incidents isolés qu'elle pouvait expliquer. Elle n'arrêtait pas de regarder mon téléphone comme si la liste pouvait changer si elle le fixait assez longtemps. Finalement, maman s'est levée et a redressé sa chemise comme si elle se préparait à la bataille. Nous sommes redescendus ensemble et avons trouvé Rick et Brad assis dans le salon, tous les deux mal à l'aise. La voix de maman est devenue ferme quand elle a dit à Rick que lui et Brad devaient rester ailleurs pendant un certain temps pour que tout le monde puisse se calmer. Rick a sauté du canapé immédiatement, son visage redevenant rouge. Il a commencé à dire que c'était sa maison aussi, que je la manipulais, et que Brad n'avait rien fait de mal. Maman est restée là et l'a laissé finir. Puis elle a dit que s'il ne partait pas volontairement, elle appellerait la police et leur montrerait ma documentation sur le comportement de Brad. Le visage de Rick est passé du rouge au blanc si vite que cela aurait été drôle si je n'avais pas été terrifié.
Il a regardé mon téléphone dans la main de maman et a semblé réaliser qu'elle ne bluffait pas. Les preuves donnaient une très mauvaise image de Brad, Eric le savait. Il a essayé une dernière fois de convaincre maman que j'étais dramatique, en utilisant sa voix raisonnable qui fonctionnait habituellement sur elle, mais maman l'a interrompu et a dit qu'elle avait vu Brad essayer de me surprendre en train de me changer de ses propres yeux. Elle a dit qu'elle l'avait entendu mentir à ce sujet. La voix de maman est devenue plus forte en parlant, disant qu'elle avait inventé des excuses pendant des semaines, mais la panique de Brad à propos de la caméra a tout mis en place. Brad a finalement pris la parole depuis le canapé, sa voix petite et pathétique. Il a dit qu'il savait qu'il me mettait mal à l'aise, mais qu'il n'essayait pas d'être effrayant. Maman s'est tournée pour le regarder et lui a demandé très calmement d'expliquer pourquoi il avait ouvert mon tiroir de sous-vêtements. La bouche de Brad s'est ouverte et fermée, mais rien n'en est sorti. Il n'y avait aucune réponse qu'il pouvait donner qui ne le fasse pas ressembler exactement à ce qu'il était. Rick est monté en trombe à l'étage et j'ai entendu des tiroirs s'ouvrir et se fermer violemment, le bruit de choses jetées dans des sacs. Maman et moi nous sommes assis sur le canapé dans le salon, sans parler, juste à attendre. Brad est monté aussi, et je pouvais les entendre se déplacer, leurs pas lourds sur le sol au-dessus de nous. Rick est descendu le premier avec 2 sacs de sport, son visage rouge et en colère. Il les a laissés tomber près de la porte d'entrée avec un bruit sourd et a regardé maman comme s'il attendait qu'elle change d'avis. Elle n'a rien dit, s'est contentée de regarder droit devant elle. Rick a commencé à marmonner à voix basse à quel point j'avais tout gâché, comment sa famille était déchirée à cause de mes mensonges. La mâchoire de maman s'est serrée et elle s'est tournée pour le regarder. Elle a dit qu'il avait tout détruit lui-même en refusant de voir ce que faisait son fils et qu'elle aurait dû me protéger dès que la porte a été enlevée. Sa voix n'a pas tremblé du tout. Rick a ouvert la bouche comme s'il voulait discuter, mais rien n'en est sorti. Brad est descendu ensuite avec ses affaires, regardant le sol, ne croisant le regard de personne. Ils se sont tenus près de la porte pendant 1 minute, et Rick a essayé une dernière fois, disant que maman faisait une énorme erreur. Elle lui a dit de laisser sa clé sur la table. Il l'a enlevée de son porte-clés et l'a posée violemment, le métal faisant un bruit sec contre le bois. Puis ils sont partis. La porte s'est fermée derrière eux et la maison est devenue complètement silencieuse. Maman et moi sommes restés assises là pendant longtemps, aucune de nous ne bougeant. Le silence était bizarre après tous les cris et la tension. Maman a recommencé à pleurer, disant qu'elle était désolée encore et encore, sa voix devenant tremblante. Je l'ai laissé le dire plusieurs fois, mais ensuite je lui ai dit que j'avais besoin qu'elle arrête de dire désolé et qu'elle commence à m'aider à me sentir à nouveau en sécurité. Elle m'a regardé et a essuyé son visage, en hochant la tête. Elle a demandé ce dont j'avais besoin, sa voix étant plus ferme maintenant. Je lui ai dit que je voulais une nouvelle serrure sur ma porte, le genre qui ne peut pas être enlevé sans outils électriques. Elle a dit d'accord immédiatement. Pas de questions, pas d'hésitation. Nous sommes restés assises là jusqu'à ce qu'il fasse nuit dehors, juste à être ensemble dans la maison silencieuse. Je m'attendais toujours à entendre des pas dans le couloir ou à voir l'ombre de Brad sous ma porte, même si je savais qu'ils étaient partis. Cette nuit-là, j'ai dormi dans ma chambre avec une chaise appuyée contre la porte, et maman est venue me voir 3 fois avant d'aller se coucher elle-même. Le lendemain matin, maman était déjà sur son téléphone quand je suis descendu. Elle avait trouvé un serrurier qui pouvait venir cet après-midi. Le gars est arrivé vers 14 h et maman a expliqué exactement ce qu'elle voulait, un pêne dormant robuste qui se verrouille de l'intérieur. Il l'a installé et m'a montré comment il fonctionnait, le métal se mettant en place avec un clic solide. Maman lui a aussi fait mettre des serrures sur mes fenêtres même si nous étions au 2e étage. J'ai mentionné que le fait que Brad connaisse mon emploi du temps me rendait nerveuse quant à toutes les façons dont quelqu'un pouvait entrer, et elle n'a pas argumenté ou dit que j'étais trop inquiète. Elle a juste dit au serrurier de faire les fenêtres aussi. Quand il a eu fini, je suis allé dans ma chambre et j'ai tout verrouillé. Le son de ce pêne dormant se mettant en place m'a fait ressentir quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. Maman a payé le gars et il est parti, et je suis resté dans ma chambre pendant un moment juste assise sur mon lit dans l'espace verrouillé. Rick a commencé à appeler le même jour. Le téléphone de maman n'arrêtait pas de vibrer et elle regardait l'écran puis le reposait. Le lendemain matin, elle avait 17 appels manqués de lui. Elle a écouté les messages vocaux sur haut-parleur pour que je puisse les entendre aussi. Certains étaient en colère, la voix de Rick forte et aiguë, disant qu'elle réagissait de manière excessive et qu'elle était folle. D'autres étaient tristes et apologétiques, la suppliant de reconsidérer, disant qu'il l'aimait et qu'il pouvait arranger ça.
Maman et moi avons écouté chacun d'eux et avons discuté pour savoir s'il avait réellement compris ce qui s'était passé ou s'il essayait juste de la faire reculer. La plupart d'entre eux ressemblaient à la deuxième chose. Ils n'arrêtaient pas de dire que Brad ne voulait faire de mal à personne, que j'avais tout mal compris. Maman hochait la tête et les supprimait. Quelques jours se sont passés comme ça. Rick appelant constamment, laissant des messages qui allaient et venaient entre la colère et les excuses. Maman n'a jamais répondu, mais elle a continué à écouter avec moi là, et nous discutions de ce qu'il disait vraiment par rapport à ce qu'il prétendait dire. Lorraine est apparue jeudi sans appeler d'abord. Elle est entrée et m'a serré si fort que j'ai à peine pu respirer, puis s'est tournée vers maman et a dit qu'elle était fière d'elle d'avoir finalement fait le bon choix. Maman a recommencé à pleurer, mais Lorraine l'a juste serrée dans ses bras et lui a dit qu'elle avait fait ce qu'il fallait. Nous avons passé l'après-midi toutes les trois à passer en revue la maison pièce par pièce, à trouver tout ce que Brad avait laissé derrière lui. Il n'y avait pas grand-chose, des vêtements dans le sous-sol, quelques jeux vidéo, des trucs aléatoires dans la salle de bain. Nous avons tout mis dans des sacs poubelles, et Lorraine les a emportés dans sa voiture, disant qu'elle s'occuperait de les déposer là où Rick séjournait. Pendant que nous nettoyions le sous-sol, Lorraine a suggéré de changer les serrures de toutes les portes au cas où Rick aurait fait des copies des clés. Maman a accepté immédiatement et a rappelé le même serrurier. Il est venu le lendemain et a changé toutes les serrures de la maison, porte d'entrée, porte arrière, garage, tout. Lorraine est restée dîner et nous avons commandé des pizzas, et pendant un petit moment, c'était presque normal, nous trois assises autour de la table de la cuisine. Maman m'a dit quelques jours plus tard qu'elle avait accepté d'aller à une thérapie de couple avec Rick, mais seulement si Brad déménageait pour de bon et que Rick admettait que ce qui s'était passé était grave. Rick l'a rappelé dans l'heure, sa voix sortant du haut-parleur en colère et sur la défensive. Il a dit que Brad n'avait nulle part où aller, qu'il était le fils de Rick et que Rick ne pouvait pas l'abandonner. La voix de maman est restée calme et elle a dit que ce n'était plus son problème, que Brad avait 23 ans et qu'il devait trouver sa propre situation de logement. Rick a essayé de discuter, mais maman a juste répété ses conditions, soit Brad déménageait définitivement et Rick reconnaissait le danger dans lequel il m'avait mise, soit il n'y avait pas de thérapie et pas de conversation sur son retour. Rick a raccroché. Elle a regardé son téléphone pendant 1 minute, puis l'a reposé, je pouvais voir que ses mains tremblaient un peu, mais son visage avait l'air déterminé. 2 semaines se sont écoulées avec Rick appelant de moins en moins. Maman avait commencé à voir la conseillère toute seule, travaillant sur tout ce qui s'était passé. Puis, Rick a finalement accepté de venir à une séance. Maman m'a fait promettre de rester chez Jess cet après-midi au cas où Rick se présenterait à la maison au lieu du bureau de la conseillère. Je me suis assise sur le canapé de Jess en vérifiant mon téléphone toutes les 5 minutes jusqu'à ce que maman m'envoie un texto pour me dire que la séance était terminée. Elle est venue me chercher et m'a raconté ce qui s'était passé sur le chemin du retour. Rick avait finalement admis qu'il avait rejeté mes préoccupations parce qu'il ne voulait pas croire que son fils pouvait faire quelque chose de prédateur. La conseillère lui avait demandé ce qu'il pensait du fait d'enlever ma porte maintenant, et Rick a dit que c'était une réaction excessive qui m'avait mise en danger. La voix de maman était calme quand elle m'a raconté ça, comme si elle ne pouvait pas croire qu'il l'avait réellement dit à voix haute. Elle a dit que la conseillère l'avait poussé fort sur la raison pour laquelle il avait été si sur la défensive, et Rick n'arrêtait pas de dire qu'il essayait juste de protéger son fils. La conseillère lui a apparemment demandé qui, selon lui, avait le plus besoin de protection, son fils adulte ou sa belle-fille adolescente. La séance suivante a eu lieu 1 semaine plus tard, et maman y est allée seule à nouveau. Cette fois, elle est rentrée à la maison en ayant l'air fatiguée, mais un peu moins tendue. Elle a dit à Rick qu'elle avait besoin de voir de vrais changements avant même de penser à le laisser revenir et que Brad ne pouvait en aucun cas revenir à la maison. Rick s'était fâché, sa voix devenant forte dans le bureau de la conseillère. Mais la conseillère a soutenu maman, disant que le comportement de Brad avait franchi des lignes sérieuses et que ma sécurité devait être la principale préoccupation. Rick a essayé de faire valoir que Brad s'était excusé, qu'il comprenait maintenant qu'il m'avait mise mal à l'aise. Maman a rapidement mis fin à ça, disant que mal à l'aise ne commençait même pas à couvrir ça, et que le comportement de Brad était prédateur, que Rick veuille utiliser ce mot ou non. Elle m'a dit qu'elle se sentait bien d'avoir été si ferme, que pour la première fois depuis des semaines, elle ne se remettait pas en question ou n'essayait pas de voir le point de vue de Rick. Mon téléphone a vibré quelques jours plus tard avec un texto de Brad. C'était de longs paragraphes où il disait qu'il était désolé et qu'il n'avait jamais voulu me faire peur. J'en ai fait une capture d'écran et je l'ai envoyée à Mike en lui demandant ce qu'il en pensait. Mike est venu cet après-midi et nous nous sommes assis dans ma chambre, la porte verrouillée, en lisant le tout ensemble.
Mike a souligné que Brad n'arrêtait pas de dire des choses comme qu'il était désolé que je me sois senti mal à l'aise et qu'il ne réalisait pas que je prenais les choses du mauvais côté. Rien sur le fait que ce qu'il avait réellement fait était mal, juste que j'y avais mal réagi. Mike a dit que c'était une non-excuse classique, Brad se sentant désolé pour lui-même et les conséquences auxquelles il était confronté, ne comprenant pas réellement pourquoi son comportement était détraqué. Je n'ai pas répondu au texto, et j'ai dit à maman plus tard dans la journée que je ne voulais plus aucun contact avec Brad à l'avenir. Elle m'a demandé si j'étais sûr et j'ai dit oui, complètement sûr. Elle a hoché la tête et a dit qu'elle s'assurerait que Rick sache que c'était une limite stricte. Maman et Rick ont continué à aller à la thérapie pendant le mois suivant. Rick séjournait chez son frère dans une autre ville à environ 2 heures de route. Brad était là aussi, les deux partageant un petit appartement. Maman me racontait des bribes après chaque séance, comment Rick commençait lentement à comprendre, comment il avait admis que son besoin de défendre Brad l'avait aveuglé sur ce qui se passait réellement. La conseillère n'arrêtait pas de le pousser à comprendre comment ses actions avaient permis le comportement de Brad, et comment le fait d'enlever ma porte avait envoyé un message selon lequel ma sécurité n'avait pas d'importance. 6 semaines après leur départ, maman m'a dit que Rick voulait revenir. J'ai senti mon estomac se nouer, mais elle s'est empressée de dire que Brad restait chez le frère de Rick en permanence, que Rick avait accepté que Brad ne soit pas le bienvenu dans notre maison. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure de ce que cela signifierait, de ce qui se passerait si Rick essayait de ramener Brad ou de faire pression pour des visites. Maman m'a promis que cela n'arriverait pas, qu'elle avait clairement indiqué à Rick et à la conseillère que le départ de Brad n'était pas négociable. J'ai demandé à Rick si nous pouvions parler le lendemain de son retour. Et nous nous sommes assis à la table de la cuisine avec maman là aussi. Il avait l'air fatigué, plus vieux en quelque sorte. Et quand il a commencé à dire qu'il était désolé de ne pas m'avoir cru et d'avoir enlevé ma porte, sa voix s'est un peu brisée. Il a dit qu'il avait été tellement concentré sur la défense de Brad qu'il ne pouvait pas voir ce qui se passait réellement et qu'il m'avait manqué de respect en tant que beau-père en choisissant son fils plutôt que ma sécurité. Je ne savais pas quoi dire au début parce qu'une partie de moi était encore en colère et qu'une partie de moi se sentait juste vide après toutes ces semaines à ne pas me sentir en sécurité dans ma propre maison. Je lui ai dit que j'appréciais qu'il le dise, mais que j'avais besoin de temps avant de pouvoir lui pardonner. Et il a hoché la tête comme s'il comprenait. Les premiers jours ont été bizarres avec son retour, comme si nous marchions tous sur des œufs et que nous essayions de ne pas nous énerver les uns les autres. Mais Rick a gardé ses distances et n'a jamais remis en question pourquoi ma porte restait verrouillée ou pourquoi je vérifiais toujours les fenêtres avant de me coucher. Il frappait et attendait que je réponde au lieu de simplement passer devant. Et quand je rentrais de cours, il était en bas au lieu d'être près de ma chambre. Maman a soulevé la question de la thérapie un soir au dîner, disant qu'elle pensait que cela nous aiderait à surmonter tout ce qui s'était passé. J'ai accepté parce que je savais que nous en avions besoin, qu'il y avait encore ce fossé entre nous à cause de toutes ces fois où elle ne m'avait pas cru ou avait inventé des excuses pour Brad. Notre première séance a été maladroite, nous deux assises aux extrémités opposées du canapé et la thérapeute nous demandant de parler de confiance. Maman a pleuré quand elle a admis qu'elle avait choisi son mariage plutôt que de me protéger, et je lui ai dit que je ne savais pas si je pouvais encore faire confiance à son jugement en matière de sécurité. La thérapeute nous a aidés à trouver comment reconstruire les choses lentement, maman prouvant qu'elle le pensait en me soutenant à chaque fois que quelque chose se présentait avec Rick. Comme lorsque Rick a suggéré que Brad puisse peut-être venir nous rendre visite pour Noël, maman a mis fin à ça immédiatement et lui a dit que cela n'arriverait pas, que mon confort passait avant tout. Ou lorsque Rick s'est énervé que j'ai encore mon peigne dormant robuste, maman lui a dit que je pouvais garder les serrures que je voulais et qu'il devait l'accepter. 3 mois se sont écoulés et j'ai réalisé un matin que j'avais dormi toute la nuit sans me réveiller pour vérifier si quelqu'un était devant ma porte. Le haut-parleur avec les sons de respiration était toujours dans mon tiroir, mais je ne l'avais pas utilisé depuis des semaines. Jess est venue étudier et a vu ma collection de rideaux de douche empilés dans le coin de mon placard, celui avec la licorne sur le dessus. Elle a ri et a dit que je devrais les donner à une sorte de musée de la rébellion bizarre. Et j'ai réellement ri aussi, parce qu'il s'était écoulé suffisamment de temps pour que je puisse voir à quel point ma guerre des rideaux avait été absurde. Mike est passé plus tard et nous avons tous traîné comme des gens normaux, pas comme des gens qui avaient vécu une situation merdique ensemble. Je me sentais plus légère en quelque sorte, comme si je pouvais enfin respirer dans ma propre maison sans constamment regarder par-dessus mon épaule. Le mariage de Rick et de maman avait l'air différent maintenant, plus calme et plus prudent. Ils allaient à leur propre séance de thérapie, et maman a clairement indiqué que Brad n'était plus le bienvenu, ni pour les fêtes, ni pour les anniversaires, ni pour quoi que ce soit. Rick l'a accepté même si je pouvais dire que cela le blessait,
mais il semblait comprendre que c'était le prix à payer pour rester marié à maman. Je me suis remise à mes cours de design et je les ai réellement appréciés à nouveau au lieu de simplement suivre le mouvement. Mes notes sont remontées et j'ai commencé à travailler sur un nouveau projet de portfolio que mon professeur a dit qu'il était prometteur. Mike était toujours l'un de mes meilleurs amis et nous plaisantions parfois sur notre fausse relation, comment il avait été le petit ami imaginaire le plus dévoué du monde. J'ai appris quelque chose d'important à travers tout ça, que lorsque votre instinct vous dit que quelque chose ne va pas, vous devriez l'écouter au lieu de laisser les autres vous convaincre que vous êtes paranoïaque. Faire confiance à mon instinct à propos de Brad n'était pas une réaction excessive ou dramatique. C'était moi qui reconnaissais le danger et qui me protégeais quand les adultes autour de moi ne le faisaient pas.